t'invite donc dans mon univers sous un ciel étoilé à une conversation intime, un voyage au cœur de nos histoires, de nos émotions et de notre quête de sens. Prends un instant pour toi, bonne écoute, tu es ici chez toi. Ce soir, nous allons continuer de réfléchir et d'explorer des questions profondes sur notre identité et notre bien-être. J'ai envie de débuter avec une anecdote. Alors, petite, en fait, je posais beaucoup de questions en général, mais en ce qui concerne l'histoire de la Martinique aussi et de ses habitants. Et je me souviens que les réponses étaient toujours très évasives. Je vais toujours me souvenir de la réponse de ma grand-mère quand je lui demandais si elle avait si elles avaient ses origines. Est-ce que ses parents lui ont transmis quelque chose par rapport à nos origines africaines? Et sa réponse a été non, pas du tout, que c'était trop dur en fait d'en parler et qu'on préférait oublier, tout simplement. Et je trouve vraiment qu'il y a un tabou, une gêne en fait, ou de la honte quand on aborde notre histoire. Et mes lectures ont confirmé cela plus tard. Parmi ces lectures-là, je suis tombée sur un livre qui traitait de l'oubli d'ailleurs, l'oubli comme une stratégie de survie. Et ça a été assez révélateur pour moi et ma prise de conscience. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi ce silence? Pourquoi certaines mémoires ont-elles été effacées ou minimisées? Et surtout, quel impact cela a sur nous aujourd'hui? Donc, dans cet épisode, on va plonger dans les mécanismes de cet oubli collectif, voir comment il façonne nos identités, nos perceptions et comprendre comment il peut affecter notre bien-être. Et surtout, on va se demander, est-ce que guérir, c'est forcément se souvenir? Ou est-ce qu'on peut transformer cette mémoire en plutôt un levier d'émancipation? Donc, on va voir à la fin ce que ça va donner. Donc, le premier point que je vais aborder, c'est que l'oubli était une stratégie vraiment adoptée aussi bien par les États que par les individus pour faire face à un passé douloureux, quoi. Et il s'agit parfois d'un oubli volontaire ou parfois d'un conditionnement social qui est transmis après de génération en génération. Donc, je voulais qu'on voit d'abord l'oubli au niveau de l'État. Parce qu'après après la fin du coup officielle de la colonisation et de l'esclavage, plusieurs pays ont adopté des politiques de silence et de minimisation clairement du passé colonial. Dans quel objectif? On peut supposer que c'est pour se construire en fait une histoire nationale qui évite la culpabilité, la remise en question des structures de pouvoir et puis la nécessité de réparation aussi. Donc c'est clairement ce qui s'est passé en France, où la colonisation a longtemps été enseignée sous un prisme civilisateur, occultant les violences, les pillages et l'exploitation des peuples qui ont été déportés, colonisés. Donc c'est un oubli, on va dire, volontaire de la part de l'État, qui a pour conséquence que l'abolition de l'esclavage n'a pas été suivie d'une véritable réparation pour les personnes qui ont été mises en esclavage. Et au contraire, l'oubli a été encouragé pour faciliter euh, la, comment dire, l'intégration de ces personnes dans une république qui n'a même pas voulu reconnaître les inégalités raciales héritées de la traite transatlantique. Donc, ce processus d'oubli institutionnel, en fait, a créé comme un vide mémoriel collectif, euh, rendant du coup la réappropriation de l'histoire par nous, les descendants des peuples colonisés. Donc, c'est ça pour l'oubli au niveau de l'État. Euh,
Maintenant, je vais parler de l'oubli au niveau individuel. Il a été plutôt comme un mécanisme de survie. Euh, L'oubli a souvent été un moyen pour les populations déportées et colonisées de s'adapter à un environnement hostile. Et cet oubli fait qu'on se retrouve maintenant avec beaucoup de personnes qui ont refoulé leur trauma en évitant du coup de parler de leur vécu à leurs enfants pour ne pas leur transmettre de douleur. Euh, donc ça a été le cas pour ma grand-mère. Ça a mené à une rupture de la transmission mémorielle par contre. Et il y a aussi le fait que ces personnes étaient dans un système discriminant, ce qui a donné lieu à une assimilation forcée. C'est-à-dire que pour survivre, les populations ont adopté des codes, des valeurs jusqu'à la culture du colonisateur au détriment de leur propre héritage. Donc finalement, cet oubli, qu'il soit imposé ou choisi, a eu quand même des conséquences majeures sur l'identité et le bien-être euh, des générations qui ont suivi. Ce qui nous amène à notre deuxième point, donc les effets de la stratégie de l'oubli sur la construction identitaire. Donc, première conséquence qu'on peut relever, c'est que l'oubli de l'histoire coloniale et esclavagiste a euh, façonné une identité fragmentée pour les afrodescendants et les peuples issus de la colonisation. Parce qu'avoir une identité fragmentée, c'est lorsque les racines sont floues en fait ou mal connues. Donc les racines identitaires. Donc c'est difficile quand même de construire une identité solide avec une base incomplète. C'est ce qui est à l'origine, je pense, aussi du sentiment en fait de décalage qu'on retrouve chez certains d'entre nous. Parce que notre héritage africain au final ou caribéen est souvent méconnu ou connu de manière partielle en fait. Et notre nationalité actuelle nous pousse parfois, nous pousse tout court à s'intégrer en minimisant ou en reniant carrément certaines parties de notre histoire. Donc, c'est une fracture identitaire, quoi, qui peut engendrer des doutes existentiels, un sentiment de déracinement, une difficulté à se positionner dans le monde. C'est une perte de repères, quoi, culturelle aussi. Parce que l'oubli a souvent conduit à l'abandon ou voire la disqualification de nombreux éléments culturels, hein. Genre nos noms, déjà, les noms africains qui ont été remplacés par des noms de famille, donc déjà par des matricules et puis après des noms de famille européens qui ont été imposés et dans les sociétés esclavagistes. Et il y a aussi les langues ancestrales qui ont été éradiquées ou considérées comme inférieures. On a dû oublier, mettre de côté. Et puis les pratiques spirituelles aussi, traditionnelles, ont été diabolisées par la société, par les missionnaires chrétiens, ce qui a renforcé un rejet en fait de l'héritage spirituel précolonial. Parce qu'avant ça, je sais pas, moi je me suis posé la question, enfin quand j'ai commencé à lire, et quand j'ai vu comment euh, le christianisme ou la religion catholique a été introduit, je, je me suis dit, ok, donc on croyait en quoi avant? Ok, parce que c'était pas nos croyances, ça faisait pas partie de nos croyances. On croyait en quoi? Je me suis posé la question, j'ai cherché, ça n'avait rien à voir. Donc, sans transmission de tous ces repères-là, ben, c'est normal que beaucoup de personnes, en fait, issues des populations colonisées, grandissent en ne connaissant qu'une partie de leur héritage. En plus souvent filtré par un prisme colonisateur. Donc,
franchement, cette fracture identitaire, elle peut entraîner aussi un rejet de soi, parce que le fait d'intérioriser les discours coloniaux a parfois mené à un désir carrément d'effacement de son propre héritage. Ça se traduit par quoi? Pour que ça soit plus clair, par exemple, les préférences pour des standards de beauté occidentaux, défriser ses cheveux, éclaircir sa peau. Alors, je vais faire une parenthèse, attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui se défrisent les cheveux sont dans un rejet d'elles-mêmes. Il y a des personnes qui optent pour le défrisage pour des raisons de facilité, de gain de temps, parce que Dieu seul sait à quel point ça demande des soins et du temps, ou simplement de préférence, pour des préférences esthétiques, et c'est ok. Mais il y a également des personnes qui se sont défrisées ou se défrisent encore parce qu'une partie d'elles-mêmes, c'est-à-dire leurs cheveux naturels, a été rejetée par la société, par leur entourage, et finalement ces personnes ont fini par se rejeter elles-mêmes, rejeter cette part d'elles-mêmes également. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, ils sont en train de dire que le désir d'effacement de son propre héritage, ça se traduit par ça, par nos choix esthétiques, par une survalorisation de cultures autres que la sienne et un rejet de la culture africaine ou même caribéenne. Une minimisation aussi de la discrimination et du racisme sous prétexte que tout va bien aujourd'hui. Ça aurait pu être pire. Mais oui. Donc ce rejet de soi là peut être une source de mal-être profond en fait, parce qu'il pousse à une auto-négation et à une dissonance identitaire. En troisième point, j'ai envie de m'attarder un peu, de revenir sur les effets de l'oubli sur le bien-être, okay, pour qu'on puisse bien faire le lien de pourquoi je parle de ça là. Les effets de l'oubli sur le bien-être et la société. Parce qu'il y a un lien. Parce que nous sommes la société. Et la société est composée de nous. Donc si notre bien-être est affecté, cela se reflète sur notre société, sur la société que nous formons. Donc, revenons sur la tentative d'évitement, de transmission de trauma intergénérationnel par l'oubli. Donc, ça partait d'une bonne intention, on est d'accord, ok? Ils ont voulu nous protéger de la douleur, mais même si les traumatismes ne sont pas racontés, ils se transmettent sous d'autres formes. Des peurs inexplicables, de l'anxiété, une anxiété collective, des croyances limitantes sur la réussite par exemple, il faut travailler 2 fois plus, ou bien des croyances du style bon, on ne doit pas se faire remarquer, ou même dans notre éducation, ça se ressent. Voilà, il faut être dur avec les enfants, il faut les taper. Non mais, ce sont des croyances limitantes. Il y a des difficultés aussi à exprimer et à verbaliser certaines émotions. Genre l'amour. Donc, vous voyez le silence des générations passées. On a vu qu'il partait d'une bonne intention, d'une intention de nous protéger à la base, a quand même laissé un vide qui affecte notre bien-être, ce qui, je pense, ne devrait pas nous laisser indifférents. Je pense qu'on devrait renforcer justement le besoin de réappropriation et de guérison. Maintenant, voyons la façon dont, je voulais revenir aussi sur la façon dont l'oubli se manifeste au niveau détailler, pas revenir, mais détailler la façon dont l'oubli se manifeste au niveau de la société. Okay? Puisque dit que on reflète, notre intérieur reflète aussi la société. Ben, on a un très bon exemple avec les dernières revendications là, de ces dernières années, à propos de la vie chère,
des réparations, chlordécone. On a bien vu qu'il y a des difficultés à ce que tout le monde se mobilise pour revendiquer des réparations. Pourquoi? Parce que l'absence de mémoire collective forte empêche souvent une mobilisation efficace pour exiger la justice. Eh oui, parce que si une partie de la population oublie ou minimise les injustices du passé, c'est difficile d'exiger des réparations, qu'elles soient politiques, financières ou symboliques. Ouais. Et les États, justement, exploitent souvent cette amnésie collective pour éviter leurs responsabilités historiques. Donc, on constate aussi qu'il y a aussi une déconnexion avec les autres communautés issues de la diaspora. Donc, l'oubli encore lui, a aussi coupé les afro-descendants de leurs frères et sœurs d'autres régions du monde. La séparation entre les Antilles et l'Afrique a été entretenue, évidemment, par des discours coloniaux, ce qui a créé une distance culturelle et psychologique. Et Dieu seul sait comment une reconnexion avec l'Afrique ou d'autres peuples issus de la colonisation pourrait aider à reconstruire une solidarité entre nous, une solidarité transnationale. On est partout dans le monde. Et une force collective face aux défis communs de la vie. Alors, voilà. Après avoir eu toutes ces informations, je repose la question, que faisons-nous de cet oubli? Est-ce qu'on le laisse être une barrière ou est-ce qu'on en fait une opportunité? Parce que, vous avez dit quelle opportunité? Peut-être que c'est à nous aujourd'hui d'avoir la responsabilité de reconstruire un pont entre passé et présent. Et non pas pour rester enfermé dans la douleur, hein. On n'est pas venu ici pour souffrir, mais pour nous libérer de ce qui nous entrave. Faire de meilleurs choix en conscience. Savoir quel combat mener dans la vie. Se souvenir, c'est pas revivre la souffrance éternellement, hein. C'est reprendre le contrôle de son histoire. Donc, je vais terminer avec ça pour cet épisode. Et j'aimerais bien que tu me dises, toi qui m'écoutes, merci d'ailleurs d'être resté jusqu'au bout. J'aimerais bien savoir comment en fait cet oubli s'est manifesté chez vous, chez toi qui m'écoutes, dans ton histoire personnelle ou familiale. J'aimerais beaucoup lire vos ressentis et n'hésitez pas donc à partager en commentaire vos ressentis ou en message privé. Et si cet épisode t'a fait réfléchir, n'hésite pas à le partager pour que d'autres puissent aussi se poser ces questions essentielles. Donc merci d'avoir écouté Discussion sous les étoiles. À très bientôt pour un prochain voyage intérieur.